Alors Daniel, il y a deux questions qui t'étaient posées. La première, c'était à propos du contrat de travail sans subordination. Existe-t-il? Et avec une question, l'exemple des scopes. Et une deuxième question, toujours autour de cette question de la subordination. Ne peut-on faire la généalogie, au sens de Nietzsche, ou déconstruire cette fausse évidence de la subordination? Alors, sur la question de la subordination, est-ce que les SCOP, c'est-à-dire les sociétés coopératives ouvrières de production, qui se caractérisent par le fait que les travailleurs peuvent être, s'ils le souhaitent, sociétaires, c'est-à-dire détenir des parts de l'entreprise et où ils peuvent élire leur direction, est-ce que ces SCOP ont inventé autre chose? Non. Non. Les SCOP relèvent du salariat. Elles établissent des contrats salariaux avec leurs travailleurs. Et dans le cadre de ce contrat salarial, il y a, comme dans tous les autres types d'entreprises, cette clause de subordination. Je pense que Bernard ne me démentira pas. Voilà, c'est ça. Donc on n'a pas inventé d'autres formes, que ce soit dans l'économie sociale et solidaire, les coopératives ouvrières de production. Non. Et le fait est que ça se ressent. Moi, il se trouve qu'il y a bien longtemps, j'avais voulu faire des enquêtes dans les SCOP, dans les sociétés coopératives ouvrières de production, au début des années 80. Et je m'étais fait embaucher pour travailler dans l'AOIP, qui était la plus grosse coopérative ouvrière de l'époque. C'était l'association des ouvriers en instruments de production. Il y avait plus de 4000 travailleurs qui étaient répartis sur 4 sites et produisaient donc des téléphones fixes à l'époque. Et pour tout vous dire, donc je commençais mon travail, j'étais là, il y avait la chaîne où défilaient les postes, il y avait une ouvrière là, une ouvrière ici. Et au bout du 3e jour, je me dis, je vais commencer mon enquête et je dis, ça vous fait quoi de travailler dans une SCOP? En chœur, j'entends une quoi? Je dis une société coopérative ouvrière de production. Vous savez, vous connaissez pas? Ah non, nous on connaît pas, on est intérimaire, on est là que depuis 3 semaines. Et elle n'avait absolument pas vu qu'il y avait des différences entre cet endroit où elle travaillait et d'autres entreprises où elles avaient eu l'occasion de travailler auparavant. Il faut dire que quand on entrait dans cette SCOP, on pointait. Il y avait la hiérarchie, et puis il y avait même des syndicalistes. Je me souviens, celui qui était de la CGT d'ailleurs était un prêtre ouvrier à l'époque, qui faisait très très bien son boulot, mais il n'y avait pas de différence. Alors peut-être qu'au niveau de l'organisation du travail, je veux dire, et de la gestion des salariés, il est possible que des petites scopes qui ont des niches, c'est-à-dire qui ne sont pas en concurrence avec d'autres entreprises, parviennent à inventer des nouvelles formes d'organisation du travail ou de gestion des salariés, puisqu'elles ont plus de liberté, elles n'ont pas la pression de la concurrence. Mais même dans ces petites scopes, il y a donc une logique de subordination, puisque de ce point de vue-là, rien n'a été inventé. La subordination n'existe pas au stricto sensu, uniquement dans ce développement de ces travailleurs qui sont soit en freelance, soit en auto-entrepreneuriat, soit en ubérisation. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'une partie des jeunes, une certaine partie des jeunes veulent fuir cette subordination parce qu'ils ont pu voir les effets qu'elle a sur leurs parents, cette espèce d'enfermement dans une logique d'obéissance et d'incapacité, de distance critique par rapport à ce qu'on leur impose. Et donc, ces jeunes se dirigent vers le freelance, vers la subordination. Ils rentrent dans des logiques, malheureusement, le plus souvent de dépendance économique, mais ils pensent échapper à la logique de subordination. Et sur la deuxième question, comment est-ce qu'on peut déconstruire cette... Oui, mais alors là, on ne peut la déconstruire qu'en commençant à l'évoquer comme quelque chose qui n'a pas lieu d'être, en essayant de poser la question de sa légitimité. Voilà. Est-ce que la clause de subordination présente une légitimité? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt à la source de toute une série d'effets extrêmement pervers, délétères, qui empêchent
les salariés émettre des critiques sur ce qu'on leur impose en termes de valeurs, d'éthique du travail et de finalité. Je pense qu'il faut que ça devienne un objet de débat politique. Si Bernard voulait réagir, 1 minute, hein, Bernard, parce que... 1 minute, les défis sont de plus en plus difficiles à relever au fur et à mesure. C'était en réaction à ce qu'évoquait Daniel, qui soulève à la fois un débat qui peut être passionné et en même temps passionnant. Hein. Loin de moi de l'idée de le négliger. Et il peut même apparaître contradictoire dans l'histoire du syndicalisme d'être parti de l'ambition de s'émanciper de la société capitaliste et de l'exploitation et de la surexploitation des travailleurs incarnée par le contrat de travail, aujourd'hui à des actions qui peuvent consister justement à revendiquer plus de contrats de travail pour ceux qui en sont dépourvus. Donc plus de gens exploités officiellement par le contrat de travail. Je comprends que ça puisse apparaître... Mais ce que je voulais évoquer, c'est que les employeurs aussi réfléchissent à d'autres formes de relations. Parce que, alors, je comprends tes remarques, elles sont pour beaucoup d'entre elles tout à fait justifiées, hein, mais subordination ne doit pas être synonyme de surexploitation. Hein, et d'ailleurs, la capacité ou pas qu'ont les travailleurs à s'organiser collectivement pour contrebalancer ce rapport de subordination, j'évoquais tout à l'heure pourquoi il y avait des textes internationaux qui reconnaissaient justement cette liberté comme étant, devant être une liberté fondamentale reconnaissant aux travailleurs de s'associer dans un cadre collectif, justement parce que le rapport individuel est faussé. Donc c'est un contrebalancier quelque part que de leur permettre, leur reconnaître et leur protéger ce droit d'association dans un cadre collectif. Mais ce rapport de subordination, cette relation juridique, elle est... permanente dans les débats avec les employeurs quant à la nature de leur responsabilité. Parce que je crois que c'est la notion de responsabilité qui est en cause à chaque fois. Est-ce que les employeurs peuvent être considérés comme responsables ou pas à l'égard de leurs salariés en telle ou telle circonstance? Et pour l'instant, c'est vrai que le rapport de subordination amène de fait à leur reconnaître une certaine responsabilité. On vient de négocier une nouvelle convention sur les violences en milieu de travail. Dans un premier temps, les employeurs ont dit, mais la violence en milieu de travail, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas, la violence. Si deux personnes se tapent dessus, que ça soit deux hommes, un homme, une femme, s'il y a une ça relève de la justice, du pénal. Nous, employeurs, on n'y est pour rien. C'est un peu ce que tu décrivais par rapport aux salariés trop faibles. Là, ce seraient les travailleurs trop fragiles, pas assez musclés, je sais. Enfin... Et puis dans un deuxième temps, ils ont dit, bon, alors vous voulez parler de violence, d'accord, alors nous on va vous parler aussi des violences à l'égard des patrons. Nous on pense que la grève est une violence à l'égard des salariés à l'égard de leurs employeurs. Bon, on ne parlait pas du tout de la même chose. Qu'est-ce qui l'a emporté quelque part? C'est que dès lors qu'un employeur a une obligation, une responsabilité à l'égard de son salarié, il a un devoir de créer un environnement du travail qui exclut toute attitude de violence et de harcèlement. Alors, je ne sais pas, oui, je m'arrête, si c'est justifié, mais c'est vrai que cette relation-là a permis... alors, les autres réponses qui sont parfois proposées, on en connaît aujourd'hui dans les entreprises, c'est les employeurs qui disent, et d'ailleurs des responsables politiques en font même un modèle à l'avenir, de dire, mais les querelles sur le droit du travail sont dépassées, puisque demain... il n'y aura plus de rapport salarié-employeur. Tout le monde sera auto-entrepreneur. On en reviendra à une relation commerciale entre les individus, entre l'entreprise et l'individu. Et je m'arrête, et là on voit que c'est un des moyens, ce n'est pas la seule motivation, mais c'est un des moyens pour s'extraire des obligations sociales de ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise. Puisque dans ce cadre-là, ça n'est plus le même système de protection sociale collective, ça n'est plus les obligations en matière de conditions ou d'obligations en milieu de travail, que ce soit l'hygiène, la sécurité. Bref, on s'extrait, en changeant la nature de la relation de travail sur le plan juridique, on s'extrait des responsabilités sociales qui sont celles des entreprises aujourd'hui. Merci. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas réfléchir et continuer à réfléchir à des formes peut-être différentes et innovantes, on s'entend bien. Bonsoir, merci pour les deux intervenants. Je vais essayer d'aller à la SERP.
Donc je vais me présenter. Fabrice, ingénieur économiste, fonctionnaire, militant CGT, 22 ans de placard. Je veux dire que ce que j'ai entendu de la part de Daniel Linhart dans la première partie de son intervention n'est pas de la théorie, c'est exactement ce qui se passe dans l'entreprise. On peut dire que le management, c'est la planification de la guerre sociale vis-à-vis des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Et aujourd'hui, elle n'a pas nommé les noms. Moi, je vais vous dire les noms utilisés, les termes utilisés par le management. C'est les open office. Les open office, c'est du taylorisme. Non plus derrière la machine-outil industrielle, mais derrière la machine-outil numérique qui s'appelle l'ordinateur. Vous avez le coworking. Le coworking, ça veut dire en théorie le travail en commun. C'est-à-dire comme ils se sont rendus compte qu'à force d'individualiser le travail et qu'ils n'arrivaient pas à dégager la productivité suffisante alors qu'ils introduisaient massivement les nouvelles technologies, ils se sont dit en effet le travail est collectif et donc il faut reconnaître le travail en équipe. Mais ce coworking, c'est pas du travail collectif, c'est du travail en tas, c'est-à-dire dans lequel les bureaux sont ouverts. Et ils y rajoutent le flex office. Le flex office, c'est pas un bureau flexible, c'est une fois de plus l'homme, le salarié, qui est flexible. Pourquoi ? Ils appliquent ce qui a été fait dans les avions il y a quelques années, le surbooking. C'est-à-dire maintenant dans les tours du business, pour réduire les coûts de l'immobilier d'entreprise et des espaces de bureaux affectés, on construit 30 bureaux de surface d'activité en moins que de salariés. Parce qu'ils se sont rendus compte dans leurs études qu'ils ont faites sur les reportings des salariés qu'en fait, un bureau individuel n'était occupé qu'à 50% du temps. Donc en fait, le rôle du salarié le matin, c'est de se dépêcher dans sa bagnole, se faire piquer au radar, essayer de trouver une place de parking pour rapidement monter dans sa tour du business pour essayer de trouver un poste de travail complètement anonyme et désossé, c'est-à-dire où on amène son nomade, c'est-à-dire son ordinateur portable. Et on organise ainsi une violence absolue au travail. Ce n'est plus la violence du travail derrière la machine-outil, c'est la violence au travail de la domination permanente et de l'individualisation. Car, y compris dans la fonction publique aujourd'hui, vous en avez entendu parler, il y a des tas de réformes. L'une des réformes, c'est de faire en sorte que les fonctionnaires soient jugés, j'ai fini, individuellement. Individuellement, c'est-à-dire on vous demande de travailler en collectif, mais l'évaluation, la notation et la prime restent toujours individuelles et à la tête de l'agent. Voilà la réalité du travail des fonctionnaires aujourd'hui dans la fonction publique, et notamment dans la métropole où je suis. Merci. Une petite question pour Daniel Linhart. Je suis un chercheur en littérature et j'ai fait une thèse sur la représentation du travail à l'époque néolibérale en Italie notamment. Et une chose que je me suis rendu compte, c'est que la question justement de l'idéologie est très très compliquée. Même des écrivains qui ont un passé d'engagement politique dans le Parti communiste italien ou des syndicalistes écrivains, etc., racontent, soit dans des fictions, soit des non-fictions, des personnages qui, au fond, sont complètement immergés dans l'idéologie néolibérale. Je ne vais pas vous faire des exemples pour... Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est complètement... je l'ai remarqué aussi. Je voulais savoir s'il y avait des références bibliographiques que vous pouvez indiquer pour cette analyse de l'idéologie ou de la critique de cette idéologie. Merci. Oui, je crois que le débat sur la subordination, il est fondamental et il mériterait vraiment plus qu'une séance, très important. Je ne vais pas rentrer sur le fond dedans, mais simplement dire que cette relation de subordination, elle est quand même contrebalancée et compensée par les droits des travailleurs qui sont dans le Code du travail, en particulier le droit syndical, le droit à des institutions représentatives du personnel qui permettent quand même, et bien d'autres droits qui permettent de contrebalancer. Et de ce point de vue-là, il y a quand même des éléments d'actualité récentes qui sont là extrêmement inquiétants. C'est-à-dire qu'on a un recul
des droits des travailleurs aujourd'hui. Et en particulier, je veux en citer qu'un, mais qui est très important et sur lequel je pense qu'il n'y a pas eu assez de bataille du mouvement syndical et de la société en général. C'est la disparition des CHSCT, la disparition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, c'est-à-dire des institutions représentatives du personnel qui prennent en charge les questions de santé et de sécurité au travail. C'est cette année, avec Macron. Et c'est une dégradation de la subordination, justement. Il y a encore plus de subordination parce que sur ces questions-là, les possibilités pour les salariés de se défendre, elles sont beaucoup moins importantes qu'auparavant. Et tu as parlé tout à l'heure du procès de France Télécom. Le procès de France Télécom, il n'existerait peut-être pas, même certainement pas, s'il n'y avait pas eu des CHSCT à France Télécom pour s'emparer de ces questions de suicide. Donc ça accroît beaucoup le pouvoir des employeurs aujourd'hui. Et c'est ça, je pense, la question fondamentale, plus que la question des déclarations gouvernementales. C'est la véritable régression qu'on a dans le droit du travail aujourd'hui qui accroît la subordination des salariés. Et ça, c'est une bataille sur laquelle on est extrêmement faible aujourd'hui. Je me mets face aux interlocuteurs, et face aussi à mes petits camarades, là. Mais je voudrais faire rapidement 4 observations. Ce n'est pas des questions, mais ça va vous amener à réagir. Je pense que nous avons tous, dans les organisations et partout, un problème culturel et un problème de représentation. La question qui nous est posée, c'est le travail, c'est quoi? Qu'est-ce que le travail? Est-ce que le travail se réduit à l'emploi, s'enferme dans le contrat, s'enferme dans l'emploi, ou est-ce que le travail va bien au-delà de l'emploi et c'est quelque chose de plus complet que l'emploi? Le travail de la ménagère, c'est du travail ou c'est pas du travail? Comment c'est reconnu? Exactement. Bon, donc, à un moment donné, est-ce que le travail, ce n'est pas tout ce qui participe à la création de richesse, à la création de valeur? Il faut peut-être se questionner sur ce que c'est réellement le travail et à partir d'une vision beaucoup plus globale du travail, se poser la question de la subordination, de l'emploi, du statut du travail, etc. Et comme nous incite, je pense, quelqu'un comme Alain Supiot, aujourd'hui, il faut aller au-delà de l'emploi parce que l'emploi ne fournit plus aux personnes qui veulent vivre de ça un cadre suffisant pour vivre dignement. C'est le texte d'Alain Supiot dans Philadelphie, etc., là, revenir à la déclaration de Philadelphie. Le patronat, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à aller au-delà de l'emploi aussi. Il cherche à revenir au Code civil et au Code du commerce. Le Code civil, c'est quoi? Là-dessus, vous avez éventuellement un ouvrage de Claude Didry, qui est un ancien chercheur à l'École normale supérieure. C'est quoi le Code civil? C'est le contrat de louage d'ouvrage en service, en fonctionnement avant le Code du travail. Et c'est le contrat de louage de service. C'est toujours inscrit dans le Code civil. Donc on en est là. Et la question, pour aller au-delà de la subordination, doit nous poser la question à la création d'un véritable droit à la création de richesse, d'un véritable droit à prendre le pouvoir sur aussi ce que l'on veut faire, ce que l'on veut fabriquer et ce que l'on veut produire. De toute façon, pas que la production marchande, etc., ce que l'on veut produire, parce que si on ne se pose pas la question de mettre la main sur ce que l'on veut fabriquer, ce que l'on veut faire en tant qu'humain, eh bien, par exemple, les questions écologiques, on ne les réglera jamais, par exemple. Mais on ne réglera jamais les questions sociales. Voilà, pour moi, je considère, et je vais terminer là-dessus, je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, non, une simple boutade. Moi, j'ai souvent dit, Dieu était chef d'entreprise et Jésus-Christ son directeur des ressources humaines. J'ai posé la question, j'ai dit à des gens qui s'occupaient de théologie, est-ce que ça vous dit quelque chose? J'ai eu qu'une seule réaction là-dessus, mais il faut aller au-delà d'une démarche où l'emploi aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est conçu aujourd'hui, et tel que nous sommes en train de perdre les garanties de la subordination, parce que nous perdons les garanties de la subordination, l'emploi, à mon avis, ça devient le carcan du travail. Et donc, il faut se poser la question du statut du travail, du statut des personnes dans la société. Voilà. Boutade. Il y a une blague qui dit que Staline se présente, il meurt et il se présente là-haut, et le bon Dieu lui dit en enfer. Staline dit ouais, bon, d'accord, ok, d'accord, il va en enfer, et puis le lendemain on frappe à la porte du paradis et on entend Lucifer, réfugié politique.
Bon, alors ça c'est pour essayer de... Mais je vais répondre à deux questions parce qu'on ne peut pas répondre à tout. La question sur effectivement la diminution des droits et notamment l'attaque en règle des CHSCT qui est absolument catastrophique parce que c'est un lieu de constitution d'expertise syndicale quand même hein, concernant l'organisation du travail et les conditions de travail. C'était un lieu inédit à l'époque de constitution de savoir. Il est attaqué. Qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve qu'on peut diminuer les droits sans arrêt, et c'est l'objectif patronal, sans que soit mise en cause et touchée la subordination. C'est ça que la subordination ne garantit pas l'évolution des droits, pas du tout. Or, c'est ce que implicitement chacun reconnaît. Et je crois qu'il y a une erreur fondamentale. Quand je dis qu'il faut supprimer la subordination, à mon avis, bon, c'est pas du tout pour dire vive la l'ubérisation, vive le freelance. Pas du tout. Au contraire, c'est pour sauver le salariat. On ne sauvera le salariat que si on remet en question cette clause de subordination. De deux façons, parce que cette subordination qui est vécue individuellement ne permet plus et n'incite plus les salariés à se liguer collectivement au sein d'organisations syndicales pour changer le rapport de force. Quand on est pris comme ça, individuellement, personnellement, psychologiquement, narcissiquement par son travail, on ne va pas aller essayer de défendre des intérêts communs parce qu'on n'arrive même pas à les identifier. Donc, c'est la poussée syndicale, la poussée vers plus de droits, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est l'inverse, comme on peut le voir avec les lois El Khomri et tout ça, et les lois Macron. Et d'un autre côté, pour s'alléger un peu et pour donner du grain à moudre à tous ces jeunes qui ont peur de la subordination, on va les employer en freelance, en sous-traitant, ubérisé, etc., etc. Donc, je crois que si l'on veut, et le salariat, pour moi, c'est très important d'un point de vue sociologique, parce que c'est une force collective. Et il n'y a qu'avec une force collective qu'on peut changer les choses. Si on veut, si on veut changer le salariat, si on veut sauver le salariat, il faut remettre en question cette clause de subordination. Référence bibliographique sur l'idéologie, moi, je vous renverrai, si vous le voulez bien, à mon ouvrage sur... elle n'est plus là. Sur la comédie humaine du travail, de la détaylorisation, de la taylorisation, je m'en souviens plus, à la surhumanisation managériale, de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale, parce que c'est ça qu'on a vécu. C'est que Taylor, il visait à éradiquer la subjectivité. Maintenant, on met en exergue la subjectivité, mais le but poursuivi est toujours le même. Voilà. Merci. Bernard ? Oui, j'ai déjà beaucoup parlé. En style télégraphique, pour revenir sur les deux enjeux que Alain Supiot, d'ailleurs, explique très bien et développe beaucoup plus magistralement que je pourrais le faire. Le recul des droits sociaux collectifs, comme l'élimination des CHSCT, mais avec beaucoup d'autres dispositions, on le sait, hein, mais je crois qu'on est d'accord sur le diagnostic, qui n'est pas qu'une tendance française. Même à des endroits où les travailleurs ont très peu de droits, on considère aujourd'hui qu'ils en ont encore trop. Enfin, il y a une espèce de spirale là qui se généralise. Mais ça nous empêche en plus, ou ça risque d'empêcher les travailleurs d'intervenir sur les deux défis essentiels qui sont posés à tous et qui reposent la question des finalités du travail. C'est le défi des nouvelles technologies. Ça a été évoqué par notre ami fonctionnaire à sa manière tout à l'heure sur la manière de se servir des nouvelles technologies comme un facteur qui peut être très négatif sur la manière de travailler. Et de tout temps, à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles technologies, l'enjeu de leur finalité a été un combat. Nouvelle technologie, ça peut être le meilleur, mais ça peut être le pire. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. Mais avec aujourd'hui des capacités technologiques qui n'ont rien à voir avec ce que les générations jusqu'à présent ont rencontré. On parle d'intelligence artificielle. Alors, sachant que c'est un peu, à mon avis, excessif, le mot intelligence avec artificielle. Parce que justement, l'intelligence, elle ne peut pas être artificielle. Mais, vous voyez ce que je veux dire, avec déjà aujourd'hui des travailleurs qui exercent leur activité en exécutant ce que leur disent des ordinateurs. C'est pas pour... Ça existe aujourd'hui.
C'est plus des hommes qui commandent d'autres, c'est des ordinateurs qui commandent donc, et on voit qu'on est au-delà des finalités, y compris sur des questions d'éthique, au sens où certaines décisions peuvent porter atteinte à l'humanité même. Donc la question de la finalité du travail liée aux nouvelles technologies et l'autre défi des enjeux climatiques doivent imposer de repenser à la fois ce qu'on fait au travail, la finalité du travail et la manière dont on travaille. Parce qu'il faut changer ce qu'on produit, la manière dont on le produit, la manière dont on commerce. Si on prive les travailleurs, alors en ce sens ça rejoint peut-être le débat précédent, mais si on prive les travailleurs d'une capacité à intervenir sur ces enjeux-là, on ne résout. C'est pas les détenteurs de capitaux qui vont apporter les bonnes réponses, c'est pas vrai. Ils ont, eux, un intérêt, c'est de préserver la mécanique qui, quelque part, leur assure la rente. Ça ne peut pas venir de leur côté, les réponses nouvelles. Ça n'est pas possible. Par contre, du côté des travailleurs, il y a une somme d'expertise qui peuvent contribuer, mises bout à bout, à repenser l'organisation du travail, la finalité du travail et la manière dont on commerce, on échange, pour, encore une fois, faire en sorte que ces deux défis soient relevés le mieux possible. Merci. Alors là, on ne va pas y arriver, c'est quasi certain. Il y a inflation de questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 3 questions de la salle ici sur ce côté. Il y en avait une là, me semble-t-il. Ah ben non, il n'y en a plus. Si, il y en a une là. Alors, vas-y. Oui. Une là. Et de l'autre côté, tu en avais une aussi, oui. 2. Et 2 là-bas. Allez. Bonsoir, donc ma question s'adresse plus spécialement à Bernard Thibault, puisque maintenant qu'il est dans l'OIT, il est un petit peu dans la gueule du loup, si je puis dire, et donc il peut peut-être un peu mieux disséquer la bête. Pourquoi dans les années 80, quand sont apparus les accords on appelait ça le GATT à l'époque, puis maintenant c'est devenu l'OMC, donc quand il y a eu ces accords de ce qui était un peu les prémices des accords de libre-échange, il n'y a rien eu, on a simplement fait tomber des barrières douanières, couplées en plus à une dérégulation des transports internationaux, c'est un problème que je connais bien, je travaille chez un transitaire, qui ont fait que finalement on a mis en concurrence des systèmes où il n'y avait quasiment pas de droits sociaux avec des systèmes où il y avait des droits sociaux, donc où tout a été tiré vers le bas. Quels sont les mécanismes, ou peut-être les absences de mécanismes, qui ont fait qu'au fur et à mesure qu'il y a eu ces différents accords, il n'y ait eu aucune exigence sociale, environnementale, progressive évidemment à mettre en place. Il ne s'agissait pas de mettre ces pays-là à notre même niveau d'un claquement de doigts, mais pourquoi il n'y a pas eu aucune exigence et pourquoi aujourd'hui on se trouve dans cette situation où au nom de la concurrence libre et non faussée, au nom de la compétitivité, on se fait détricoter notre droit du travail année après année, tout simplement. Merci. Alors ici... Bonjour, moi je suis délégué syndical CGT à Orange, donc j'ai vécu tout ce dont on a parlé, et je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'on soit si peu nombreux à se révolter devant ce qui est en train de se passer? Parce que les gens, ils sont là, ils voient, et puis finalement, peu de choses se passent. Et quand on appelle à la mobilisation, eh bien, beaucoup de gens, ils restent là, mais ils ne font pas grand-chose. Et ça m'a toujours surpris parce que savoir dire non, ça fait partie des choses, et savoir faire respecter les droits. Alors, ce que vous dites, ça m'intéresse, ça m'interpelle dans l'idéologie, mais déjà faisons respecter ce qui peut être respecté. C'est tellement simple de le faire si on est nombreux et si on est cohérent et qu'on arrive à le faire collectivement. Et puis la dernière chose, c'est les syndicats sont différents, et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'unité, et c'est très grave parce que il y en a qui travaillent pour l'entreprise et il y en a qui travaillent pour les salariés. Et ça, c'est très difficile à expliquer à un salarié. Voilà. Et moi, mon vécu, c'est que j'ai beaucoup souffert et que moi aussi, j'ai vécu, dès qu'on fait un droit d'alerte, on est mis au placard, on est vite ciblé, et je peux vous dire qu'ils vous le font payer très cher et les autres le voient. Donc c'est très difficile dans le monde du travail d'arriver à faire quelque chose de cohérent et dans la durée. Merci. Merci. Alors, 2 questions là-bas, de l'autre côté. Non. 2 là-bas, je suis désolé.
Oui, bonjour. C'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une petite expérience personnelle. Mais très brièvement. Hein, Très brièvement, plaît, oui, sûrement, sur la subordination et tout ça. Je suis moi-même entrepreneur, je suis peut-être un peu le cheveu dans la soupe ici, mais je crois que tout ou presque tout dépend de la mentalité des gens. Et on peut parler de droit de subordination et autres, mais le grand problème, c'est que, en fait, la mentalité qui parfois est obligée ou qui est mise en œuvre de force par les actionnaires sur le management les oblige à faire des choses qui ne sont pas toujours les plus intéressantes. Et donc, je crois que tant qu'on ne trouve pas un système où l'avidité, la cupidité restent politiquement et socialement acceptables, on aura toujours dur. D'un autre côté, je suis entrepreneur, j'ai 85 personnes au travail et je me sens quand même un peu responsable pour eux tous les jours, oui, pour voir que ça fonctionne et que tous les mois, tout le monde soit content. Donc je crois qu'il y a moyen de le faire d'une bonne façon aussi. Mais bon, c'est peut-être au niveau de plus petites entreprises que de grandes multinationales financières ou autres. Voilà. Pour rapporter un petit bémol à ce qu'a dit Daniel Linhart tout à l'heure par rapport au SCOP, c'est moi qui ai fait passer le petit post-it. Je suis moi-même administrateur d'une SCOP. Donc les copains, ils ont vu le changement quand même. Entre l'époque où ils travaillaient pour Pilpa, qui appartenait au fonds de pension américain RER, et maintenant où ils ont leur propre SCOP, notre propre SCOP, la Fabrique du Sud qui fabrique les glaces La Belle Aude, partenaire très proche de Fralib, ici, je pense que c'est un nom qui dit pas mal aux gens ici. La différence, ils la voient quand même. Hein. Il n'y a plus le patron, il n'y a plus, les petits chefs derrière qui surveillent ce qu'ils font. C'est leur boîte et ils en sont fiers. Et je terminerai là-dessus. Bon, ils ont commencé à 19. Je parle en production parce que nous sommes aussi des coopérateurs externes qui ne sommes pas à la production. Ils étaient 19, ils sont 21. Il y a 2 salariés qui viennent de demander à entrer dans la SCOP. Il y a 4 salariés qui ne sont pas encore scopiens, qui dans 2 ans, ou ils le deviendront, ou ils seront obligés de partir. Voilà. Et juste pour terminer, un chiffre, on a fêté nos 5 ans au mois de mai. Première année, chiffre d'affaires à 700 000 euros. 2018, 2,7 millions. Donc les scopes, et je reprendrai le titre d'un livre de Benoît Boritz, Coopérative contre capitalisme. Je pense que c'est une des solutions pour combattre le capitalisme. Tout d'abord, je reviendrai sur la première question posée par Daniel Linhart. Il me semble qu'il n'y a pas eu vraiment de réponse. Pourquoi les syndicats ne se sont pas davantage emparés du combat idéologique, du combat sur les mots, peut-être. Je sais qu'ils l'ont fait, mais peut-être pas suffisamment. Et également sur les syndicats, on sent qu'effectivement, ils sont acculés face à des gouvernants qui n'ont pas du tout envie de discuter, face à des adhérents qui ne sont pas très nombreux ni très mobilisés, mais compte tenu des mesures qui sont imposées, pourquoi n'osent-ils pas davantage franchir les lignes et, par exemple, celle de s'allier avec des gilets jaunes. Par exemple, si je prends le dernier mouvement sur l'école contre les réformes Blanquer, eh bien, ce sont des collectifs d'enseignants qui ont osé aller jusqu'à la rétention des bacs, des notes de bac, qui ont permis que cette question qui concerne absolument pas seulement les élèves qui passent le bac, mais qui concerne le devenir de l'école, soit enfin traitée par les médias, vu l'absence totale de dialogue du gouvernement. Donc voilà pourquoi les syndicats n'osent pas davantage aller plus loin et voire entrer dans des obéissances civiles. Dernière question ici. Oui, bonjour. Moi, je suis un peu pessimiste. J'ai tendance à penser que le travail salarié va diminuer. Vous avez parlé d'ubérisation, de plateformes, etc. On revient aujourd'hui à du tâcheronnage. Hein. Vous savez, il y a des plateformes comme Amazon Turk Machine qui font travailler des gens sur des petites tâches de traduction, des choses comme ça, qui sont payées 10 centimes d'euros de l'heure. Donc, on est dans l'atomisation. Donc et je pense que politiquement, il y a aussi des mesures, comme par exemple inciter les gens à se mettre en travailleurs indépendants et toucher le chômage, soi-disant. Ça va pas faire avancer le schmilblick au niveau des salariés. Dans le monde diplomatique de ce mois-ci, dans l'industrie en France, il y a 10%. On est passé à 10%. C'est très très peu hein, en termes de salariés. Donc
je suis très content que la dame ait mentionné les Gilets jaunes. Moi, je suis aux Amis du monde diplomatique Savoie, ainsi que dans un groupe de Gilets jaunes. J'étais à l'Assemblée des Assemblées la semaine dernière à Mont-Soleil-Mines. Il y a eu un appel sur la convergence avec les syndicats. D'accord ? Et on commence à le faire, par exemple, sur les barrages hydroélectriques en Savoie, etc. Donc, ça peut peut-être être un débouché, ou pour peut-être pas l'OIT, mais en tout cas les syndicats, pour les années à venir, de s'ouvrir à du travail non salarié en entreprise. Monsieur évoquait la création de l'OMC. Il y a eu débat à l'époque, quand il s'est agi d'installer l'Organisation mondiale du commerce. Il y a eu débat à propos de la question de savoir s'il fallait, dans les règles du commerce, intégrer le respect des règles sociales ou pas. Il y a eu débat. La réponse finale, c'était non. Mais il y a eu débat. Avec, pour un certain nombre de pays, des points d'appui qui ont politiquement qui ont compté. À savoir des États, des pays dits en développement, voire en sous-développement, affirmant le fait que si on leur imposait, eux, au niveau où ils étaient à ce moment-là, un certain nombre de critères sociaux, c'était en fait, de leur point de vue, une manière de fermer les marchés et de les empêcher de se développer socialement à leur tour. L'expérience montre, après plusieurs décennies, que ça a été un choix néfaste, naturellement. Et récemment encore, je racontais l'anecdote avant de vous rejoindre en aparté, récemment encore, j'ai entendu un ministre indien dire à la tribune à Genève, il ne faut pas alourdir la réglementation du travail au plan international. Venant d'un ministre indien, c'est assez savoureux, 94% de la main-d'œuvre en Inde n'est pas déclarée. Comme alourdissement du droit du travail, et je discutais de cette exigence, on était dans une confrontation de points de vue avec Pascal Lamy, justement, ancien directeur de l'OMC, il n'y était plus. Mais je mettais en exergue ce constat qu'il n'est pas normal que dans les règles du commerce ne soit pas intégré le respect des droits sociaux. Qu'est-ce qui fait un des aspects scandaleux des accords commerciaux transnationaux qui sont de nouveau d'actualité en ce moment? C'est qu'on fait l'abstraction. Il y a un paragraphe qui dit que les marchandises doivent être issues de travail qui respecte les normes, mais il n'y a absolument aucun dispositif qui permette de vérifier que c'est bien le cas. Et même quand on s'aperçoit qu'il y a une infraction, il n'y a en tout cas aucun accord qui ait été dénoncé sur la base des infractions constatées aux conventions internationales du travail. Bref, dans cette polémique avec François Lamy, il me disait je suis d'accord avec vous. Et je vais vous dire une chose. Ce qui me surprend, moi, c'est que dans les règles du commerce international, on nous demande maintenant de mettre de plus en plus de règles qui se soucient du sort fait aux animaux. Ben oui. Parce que le consommateur veut savoir de plus en plus comment les animaux sont éduqués, élevés, transportés, abattus, mis en boîte, en sachet, en pot, en poudre, etc., etc. Mais donc on a plus de règles désormais dans les règles du commerce international, on a plus de clauses se souciant du sort fait aux animaux que du sort fait aux hommes et aux femmes. Moi j'ai rien contre le fait qu'on se soucie du sort fait aux animaux, c'est pas le propos. Mais peut-être qu'à l'article 1, juste avant les animaux, on pourra avoir les hommes et les femmes. Ça me semble être une aspiration légitime et pas démesurée. Alors je ne m'aventure pas sur les préconisations ou les conseils en stratégie syndicale, vous comprendrez que mon statut me conduise à un certain droit de réserve à ce propos. Ceci dit, dans un entretien qui paraît demain, je dis des choses, donc je peux vous les répéter. La division syndicale et la multiplication des syndicats en France est un fléau. C'est évident. Ceux qui pensaient en son temps que plus il y aurait de syndicats, plus ça renforcerait la force syndicale dans le pays, pull up. On a bientôt 8 organisations syndicales et on est dans une période où c'est plutôt la faiblesse qui caractérise. Et si on y ajoute en plus la division, diviser pour régner, vieil adage qui fonctionne à l'égard d'un pouvoir politique, mais aussi de pouvoir économique, on le sait. Bon, voilà deux constats qui ne représentent pas forcément une solution, mais si déjà il y avait un large accord pour constater que
division et dispersion sont deux fléaux à combattre, peut-être que ça pourrait nous amener à des raisonnements un peu plus constructifs et des démarches un peu plus constructives. Mais en vous disant ça, j'ai bien conscience de ne pas avoir résolu la totalité du problème. Et puis la dernière remarque que je voulais faire par rapport au contrat, la multiplication des types de statuts pour couvrir le travail, je voulais simplement évoquer, mais vous le savez sans doute, que dans certains pays, ça peut venir en France. On a même inventé le contrat 0 heure, vous le savez. Les contrats 0 heure, qui est quand même la forme assez extraordinaire, où vous partez avec 0 heure et vous êtes susceptible d'être embauché, pas embauché. C'est le tâcheron, on revient au tâcheron d'autre temps, quoi. Hein, voilà. Non, je vais plutôt me concentrer sur deux questions, si vous le voulez bien. La première, c'est le pouvoir de dire non. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus armé pour s'opposer? Alors moi, je pense que c'est une vraie question d'importance et qui a à voir avec la bataille idéologique que j'évoquais tout à l'heure. C'est qu'en France, il y a une opinion publique qui est extrêmement défavorable aux salariés en règle générale et à ce qu'ils appellent la plainte des salariés. En France, il y a cette idée que nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés parce que nous avons un code du travail extrêmement défenseur du point de vue des salariés, parce que nous avons les 35 heures, pour toute une série de raisons, et parce que ça a été très travaillé. Ça a commencé en 1984. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission qui s'appelait Vivement la crise. Il y avait Yves Montand et il disait il faut maintenant que les Français se retroussent un peu les manches et admettent l'idée qu'il faut être moins paresseux et moins arc-bouté sur les privilèges, les acquis, etc. Et il faut y aller. Voilà. Ça a été lancé en 1984. Ça a été tout le temps comme un fil rouge, un fil directeur qui a été porté par différents hommes politiques, notamment Sarkozy qui a fait sa campagne sur la réhabilitation de la valeur travail, comme si elle n'existait pas en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Premier ministre Raffarin, qui était au Québec et qui, du Québec, disait quand même, il faut que les Français arrêtent de considérer que la France est un pays de Luna Park, il faut qu'ils se remettent au travail. Bref, on nous a enfoncé dans l'esprit cette idée que la France n'était pas très encline à se sacrifier pour le travail et était plutôt... peu intéressé par le travail. Or, c'est exactement l'inverse. Vous savez qu'on a en France l'intensité, c'est-à-dire la productivité horaire, une des plus fortes au monde. Quand vous regardez les enquêtes qui ont été faites sur l'Europe des 28 à l'époque, il y a 4-5 ans, ce sont les Français qui indiquent que le travail est la valeur et l'activité la plus importante pour eux. Et il y a des travaux sociologiques qui montrent que les Français mettent plus qu'à d'autres citoyens d'autres pays, leur honneur dans le travail. Dans certains pays, la relation au travail, elle est plus contractuelle. Bon, je fais ce que me dit mon chef, même si ce n'est pas des très bonnes idées, c'est lui qui me paye, peu importe. En France, il y a une souffrance à ne pas travailler en accord avec ses valeurs professionnelles, avec ses valeurs citoyennes et son éthique. Donc, en France, on a cette difficulté importante qui est que... les revendications, les critiques qui émanent du travail sont mal perçues par l'opinion publique. Et on dit les fonctionnaires, ils ne foutent rien, c'est des privilégiés. Les CDI n'ont rien à dire parce qu'il faut regarder les précaires. Et tout le monde devrait se taire parce que c'est les chômeurs, les malheureux. Il y a une mise en opposition systématique des groupes les uns avec les autres, ce qui fait et tout ça sur un fond d'individualisation de la gestion de chacun son travail, de personnalisation, de mise en concurrence systématique des uns avec les autres sur les lieux de travail. Et pire, de mise en concurrence de chacun avec soi-même. Chacun doit chercher à se dépasser en permanence. On est sur des logiques qui ne sont pas du tout des logiques socialisatrices, collectives, celles qu'on pourrait attendre si on souhaitait que les gens se portent vers des organisations syndicales et vers l'action collective. Il y a une bataille idéologique à mener parce que véritablement, l'idée, c'est qu'en France, il n'y a pas lieu de se plaindre. Voilà.
Et écoutez, une fois j'étais à un colloque, c'était à Montpellier, sur les risques psychosociaux organisé pour près de 400 cadres de la santé, et le directeur du CHU était venu pour introduire la journée, et puis à un moment donné il pose son texte et il dit, écoutez, voilà, si dans la salle il y en a un ou deux parmi vous qui pensent qu'il est potentiellement susceptible d'être frappé par des risques psychosociaux, qui viennent me voir, parce que la semaine prochaine je pars en Chine et en Inde, je l'invite à venir et il verra ce qu'est un risque psychosocial. Le pire, c'est pas ce qu'il a dit, c'est que personne n'a bronché dans la salle. Personne ne s'est insurgé. Voilà. Et donc, il y a cette idée, oui, nous, on n'a pas à se plaindre, on est privilégiés si on regarde les autres pays, etc. Et on voit ce qui se passe dans la réalité. Le taux de suicide, le degré de souffrance, d'addiction à des substances psychoactives, parce que les gens n'arrivent plus à tenir sans ça au travail. C'est vraiment un désastre social. Mais non, l'image est que, franchement, en France, il n'y a pas lieu de se plaindre. Voilà. Ça, je pense que c'est très important. Et il faut sortir de cette individualisation, psychologisation, narcissisation de la relation de chacun à son travail. Et il faut relégitimer la critique des conditions et du contenu du travail en France, parce qu'elle est très délétère. Et deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est les scopes. Ne croyez pas que je sois contre les scopes. J'avais visité grâce à toi notamment, on avait été ensemble, effectivement. Il y a des scopes qui se battent comme des lions pour essayer de transformer les conditions de travail, le contenu du travail, les salaires, etc. etc. Et effectivement, Fralib ou La Belle Aude maintenant le montre effectivement, même si moi, je me souviens avoir discuté avec des responsables qui me disaient, il faut avouer que lorsque arrive une grosse commande, eh ben, on se remet en ordre de travail comme auparavant, parce que c'est la meilleure manière de répondre. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est extrêmement difficile, du point de vue des scopes, d'inventer une organisation du travail alternative. Il n'y en a pas. On n'a pas de modèle alternatif au monde d'organisation du travail qui ne soit pas inspiré du taylorisme. Il faut l'inventer. Et ça, c'est un problème terrible auquel sont confrontés les scopes. Et seules celles qui ne sont pas en concurrence avec d'autres sur le marché parviennent parfois à y arriver. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Nous n'avons pas de modèle alternatif. Dans le monde, il n'y a pas. C'est ce qui est arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez, aux entreprises dites recuperados, qui étaient en Argentine, quand les patrons se sont barrés, il y avait la grande crise, les ouvriers et les ouvrières ont repris les entreprises et n'arrivaient pas à les gérer et les organiser autrement, parce qu'ils étaient confrontés sur le marché avec des entreprises qui, elles, pratiquaient le travail à la chaîne, intensif, productif, etc. Donc, je pense que c'est un phénomène mondial, global. Profitons de cette mondialisation, de cette globalisation qu'on nous a imposée pour essayer de repenser intelligemment et collectivement d'autres manières de travailler.